Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Roger Hilaire va-t-il comparaître dans l'affaire Marion Jenin? Tout comme son compatriote saint-lucien Fabien Chérubin, l'homme a été condamné à perpétuité par contumace. Il pourrait lui aussi accepter de se rendre en Martinique afin de répondre de ses actes. Le compte-rendu d'audience à découvrir dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, 6 voitures partent en fumée sur le parking du casino Batelière à Schellcher. Il s'agirait d'un problème technique survenu au démarrage d'un véhicule avant que le feu ne se propage aux véhicules avoisinants. Aucun dégât humain n'est à déplorer. Vous verrez que la grande parade du Sud est annulée, prévue initialement au François. L'esprit n'est évidemment pas à la fête. Après la disparition du maire de la commune, Samuel Tavernier, les organisateurs renoncent à ce rendez-vous profondément ancré dans la tradition du carnaval. Et on débute donc avec le 3e jour du procès aux assises de Fabien Chérubin. Ce ressortissant saint-lucien comparaît dans le cadre du meurtre de Marion Jenin, c'était en 2008. Mais dans cette affaire, il n'est pas le seul mis en cause. Un deuxième co-accusé pourrait d'ailleurs se soumettre à la justice française. Il s'agit de Roger Hilaire. Le compte-rendu d'audience est signé Yvan Lemar. C'est l'un des moments clés de ce 3e jour du procès de Fabien Chérubin, jugé pour le meurtre de Marion Jenin, l'audition de Roger Hilaire, co-accusé de cette affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est un des acteurs principaux de cette affaire, mais vous avez tout comme entendu de là où il était du front de sa cellule à Frankenheim, où il est en détention actuellement, et qu'il refuse de s'exprimer sur cette affaire. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé, puisqu'il est mutique. Donc, il ne va pas parler tant qu'il ne sera pas extradé ou tant qu'il n'aura pas l'accord de son avocate. Lors de son audition, Roger Hilaire a affirmé envisager d'accepter d'être jugé par la cour d'assises de la Martinique. Il a dit qu'il prendrait conseil auprès de son avocate, mais qu'il n'excluait pas d'accepter d'être jugé dans l'affaire de Marion Jenin. Évidemment, on ne souhaite qu'une seule chose, c'est que M. Hilaire puisse être jugé. Il reste 2 personnes à juger dans cette affaire, M. Francis et M. Hilaire, qui jusqu'à présent ont été jugés par défaut. Pour les parties civiles, je dirais que c'est un espoir qu'il puisse y avoir un procès au cours duquel M. Hilaire serait jugé pour les faits criminels commis sur Marion Jenin. C'est un espoir. Il faut que la procédure confirme que cela sera possible. Au cours de cette journée, la Cour a également auditionné plusieurs experts médicaux et judiciaires, ainsi que d'autres personnes ayant participé à l'enquête. Une amie proche de Marion Jenin a également été entendue. Ce qui est absolument essentiel, c'est d'entendre à la fois des éléments très objectifs et très scientifiques, comme ceux de la médecine légale, avec un médecin légiste qui a pu parler d'une violence extrême dans les coups portés au crâne de Marion Jenin, qui comporte 16 fractures. Et par ailleurs, de mettre ça en perspective avec l'émotion, qui est l'émotion de la grande amie de Marion Jenin, prénommée Catherine, et qu'on a entendue ce matin, et qui est 18 années après encore totalement bouleversée par ce drame atroce. C'est un dossier difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que mon client a déjà été jugé à la peine la plus haute de notre organisme, c'est la peine à perpétuité. Bon, dans la tête des justiciables, dans la tête des jurés, ça va jouer. Mais il m'appartiendra effectivement d'humaniser mon client et montrer son rôle dans cette affaire et qu'il sera jugé pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il n'a pas fait. La reprise de ce procès est prévue lundi. Justice toujours avec le procès des grands frères. Les accusés guadeloupéens comparaissent devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France depuis le début de la semaine. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs. Concrètement, il aurait reproché leur implication dans les manifestations qui ont secoué l'île Sœur au moment de l'obligation vaccinale en 2021. Aujourd'hui, les auditions des témoins se sont poursuivies. La journée a également été marquée par l'étude de personnalité de Ludovic Tolassi, l'un des 13 prévenus. Le procès devrait reprendre lundi prochain.
À la une aussi de l'actualité, les élus de la CTM ont voté à une grande majorité la hausse du versement mobilité. Une taxe décriée par le monde économique. Ses principaux acteurs étaient d'ailleurs réunis mercredi à la Chambre de commerce et d'industrie. Ils souhaitaient sonner l'alerte à la veille du vote de la collectivité. Dans les faits, la CTM se veut rassurante. Il n'y aura pas d'augmentation dans l'immédiat, comme nous l'explique Dorian Cahuila. Il y a 3 jours, la taxe mobilité a suscité l'émoi du côté des acteurs économiques. Lors de la plénière d'hier, le dossier a été présenté et la proposition expliquée puis déconstruite afin que chacun puisse bien l'assimiler. Jusqu'à présent, le taux maximum de la taxe est fixé par le Parlement, par une loi. La CTM demande la possibilité que le taux maximum soit décidé par la CTM. Et puis le taux réel sera fixé par Martinique Transport chaque année. On n'a pas voté de taux hier. C'est simplement, on sera demandé au gouvernement français et au Parlement français d'habiliter la CTM pour que la CTM ait le pouvoir fiscal de pouvoir fixer le taux maximum. D'après le vice-président, le pouvoir de fixer un taux maximum ne signifie pas nécessairement qu'il sera appliqué au niveau le plus élevé. Cette taxe ne concerne pas uniquement les entreprises, mais également d'autres acteurs en Martinique, comme les collectivités. La collectivité paye aussi. Les institutions payent aussi, l'État paye aussi, la Sécurité sociale paye, la CAF paye, les communes payent, la plus petite commune de Martinique paye un versement. Il ne s'agit pas uniquement d'aller dans la poche des entreprises chercher un complément de transport. Le transport scolaire, ce qui concerne le transport urbain, particulièrement dans le centre, nous n'arrivons pas à les payer comme il se doit. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes à ce niveau-là parce que les recettes ne nous permettent pas de les payer. Du côté de l'opposition, on estime que d'autres alternatives peuvent être mises en œuvre, notamment celle évoquée par le député de la Martinique. Il faut aussi réfléchir à d'autres solutions comme celle d'augmenter ou qu'une part de la taxe de séjour des touristes ou des croisiéristes puisse être fléchée directement sur le financement des transports. Et ça, c'est une solution intéressante. Donc, tant qu'on n'a pas moderniser un peu l'approche, le modèle économique, on ne peut pas, comme ça, décider d'augmenter le versement mobilité. Je considère que ce n'est pas la bonne méthodologie. Une méthodologie qui divise, mais la CTM rappelle que cette réforme ne constitue pas une mesure punitive, plutôt un investissement collectif pour l'avenir de la Martinique. Au Sénat, c'est un pas de plus vers l'adhésion de la Martinique à la CARICOM qui a été franchi. Après la signature de l'accord entre notre île et la communauté des Caraïbes, le parcours législatif du protocole au Parlement français se poursuit. Ne manque plus désormais que l'accord de l'Assemblée nationale. La réaction de Patricia Tell, conseillère exécutive chargée de la commission coopération internationale à la CTM. Elle est face à la caméra de Jean-Marc Carteron. C'est une avancée considérable parce que depuis l'année 2012, on était encore au Conseil régional. Serge Letchimy, alors président du Conseil régional, a entamé les démarches pour l'adhésion de la Martinique à la CARICOM. Et donc nous avons une délibération de 2012 qui démarre ce processus. Donc oui, l'adhésion à la CARICOM est extrêmement importante pour le territoire français placé dans la Caraïbe, situé géographiquement dans la Caraïbe, territoire que nous sommes. Je pense que nous avons la chance d'être un territoire français au milieu de la Caraïbe, et nous sommes français, européens et caribéens. Et rien n'est remis en question dans la souveraineté de l'État français. Donc la France reste ce qu'elle est, avec ses prérogatives, l'État donc avec ses compétences régaliennes, et les collectivités territoriales, dont celle de la Martinique, ont, depuis la loi de décembre 2016, la possibilité de faire par elles-mêmes des liens, de tisser des liens, de parler, d'échanger, de commercer avec les États de la Caraïbe. Donc, rien n'est changé, les compétences des uns et des autres restent les mêmes, mais nous pouvons aller plus loin dans nos relations avec les territoires, les États membres qui sont autour de nous dans la Caraïbe.
Peut-être avez-vous vu passer ces images dans la nuit. 6 voitures ont été détruites par les flammes hier soir sur le parking du casino de Batelière à Schellcher. Selon les premiers éléments, le sinistre serait accidentel. Un véhicule aurait pris feu au démarrage avant que les flammes ne se propagent de voiture en voiture. Fort heureusement, aucun dégât humain n'est à déplorer. Les détails recueillis par Dorian Cayuela. Hier, effectivement, il y a ce véhicule qui s'est embrasé vers 20h30, très rapidement, suite à un problème technique qui s'est propagé à 5 véhicules avoisinants. À 20h55, les pompiers sont arrivés et ont circonscrit le sinistre assez rapidement. On ne déplore aucun blessé. Il y a uniquement des dégâts matériels. Suite à un problème technique, la personne est venue essayer de démarrer son véhicule. Et apparemment, peut-être que ce sont les batteries qui se sont embrasées, mais il faut quand même attendre le rapport tout simplement. Il faut savoir que le véhicule est assuré. Donc chaque propriétaire des véhicules endommagés vont se rapprocher de l'assurance du véhicule en question et ils vont s'arranger uniquement avec l'assurance. En ce début d'année 2026, penchons-nous sur les défis du territoire en matière de santé. Après une année 2025 jalonnée par des chantiers d'envergure, l'ARS Martinique compte bien poursuivre ses efforts. Dans quelle mesure? On en parle avec son directeur général Yves Servan. Yves Servan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes à la tête de l'ARS Martinique depuis aussi quasiment un an. Cette année 2025 a donc été particulière pour vous. Vous êtes arrivé dans un certain contexte, face à certaines réalités et des enjeux, tant sur le point sanitaire que social. On pense très facilement, évidemment, à la lutte contre les sargasses, mais également la gestion de la crise du chlordécone. En quelques mots, quel bilan vous pouvez dresser de cette année? Un bilan extrêmement dense grâce à l'implication de l'ensemble des équipes de l'agence et les relations de confiance qu'on a su établir avec nos partenaires, les élus locaux, les associations, les opérateurs de santé, libéraux et hospitaliers. On est arrivé en fait à atteindre quelques objectifs majeurs qui étaient d'accélérer les projets. Ainsi, avec le démarrage de la construction de l'hôpital de Saint-Esprit, avec l'engagement également de toute la phase administrative de la reconstruction de l'hôpital de Trinité, et en fin d'année, la validation du projet, en tout cas la première étape avec le ministère de la Santé du projet PZQ4 sur le site de la Ménard, mais aussi dans le champ social, médico-social, avec 14 pôles d'appui à la scolarité et enfin, comme vous l'indiquez, le souci d'être réactif face à quelques très grands enjeux de santé environnementale, la stratégie chlordécone en lien, en partenariat avec la préfecture, avec de nombreux projets qui ont été sélectionnés pour mieux informer, mieux protéger la population. Développer également, outre l'accès à la chlordéconomie, le dépistage précoce du cancer de la prostate, qui est pour nous une priorité absolue, et puis réagir et aider les pouvoirs publics à prendre les bonnes mesures, outre les mesures visant à prévenir les échouements de sargasses. Quand ces échouements surviennent, protéger la population sur le plan sanitaire, proposer des stratégies de protection. Pour revenir rapidement sur les projets hospitaliers que vous avez évoqués, c'est une question qui intéresse évidemment les Martiniquais. Vous avez parlé de PZQ4, on a parlé de Trinité et d'autres. Des étapes ont été franchies, mais quelles sont a-t-on des dates à donner finalement? À quelle date le projet de Trinité sera-t-il ficelé? À quelle date PZQ4 sera pleinement effectif? On était, si je prends Trinité, on était cette semaine en commission de sélection des 3 opérateurs qui seront en compétition pour proposer le projet de Trinité. Donc la phase est lancée, le marché est lancé et le cap, pour vous répondre, aujourd'hui qui fait foi, c'est début 2031 pour, je l'espère, l'inauguration du nouvel hôpital de Trinité. Si on prend PZQ4, on a là dans une phase encore, vous l'avez compris, de négociation, d'affinage du projet, d'un projet essentiel pour la filière cancérologique notamment. Et là, nous avons, en termes de calendrier, si nous arrivons à convaincre et à franchir les 2 prochaines étapes, c'est une course d'obstacles, mais que nous travaillons en bonne intelligence avec le CHU, nous devrions effectivement être en mesure d'escompter la livraison de ce fameux bâtiment à horizon 2032-2033.
Alors, outre les efforts fournis en 2025, à poursuivre, j'imagine, en 2026, quels sont les grands objectifs pour l'agence pour cette année? Pour cette année, garder le cap des actions concrètes, avec des réalisations, donc des livraisons qui sont attendues cette année, et aussi insister sur le soutien, notamment aux établissements de santé. Vous le savez, nos établissements de santé ont une situation financière qui est fragile, une situation budgétaire qui est fragile, le contexte budgétaire est exigeant et le rôle de l'agence est un rôle de soutien en lien avec la direction régionale des finances publiques pour, à travers des contrats qu'on appelle des contrats d'efficience, ce ne sont pas des contrats de diminution de l'offre, l'offre doit être confortée en Martinique, l'accès aux soins doit être amélioré, mais avec le souci d'une dépense plus efficace, plus pertinente pour atteindre ces objectifs. Vous disposez tout de même d'une marge de manœuvre? Oui. Vous êtes soutenu par l'État? Oui, je pense c'est la question évidemment. On l'est dans la mesure où on a aussi, tous ensemble en Martinique, on a su cette année démontrer que la Martinique n'était pas simplement un territoire dans lequel il y avait des difficultés à surmonter, mais qu'il y avait également des talents et qu'il y avait une capacité à produire des connaissances, à participer aussi à la production des connaissances dans le domaine de la santé et à sortir des projets. Si nous avons beaucoup insisté à notre arrivée pour que les projets sortent, un territoire où on fait est un territoire qui a plus de chances d'être soutenu par les pouvoirs publics. Une dernière question peut-être sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé ce soir, celle du grand âge. On sait que la population martiniquaise est vieillissante. Quels sont les projets en cours? Nous avons en 2025 créé le Gérontopole. Il sera labellisé en 2026, premier semestre 2026, et ce Gérontopole aura notamment, aux côtés de l'Agence régionale de santé, la mission de construire cette politique du grand âge que le ministère en charge des politiques du handicap et du grand âge a annoncé, aura en charge effectivement de déployer sur un plan territorial toute la politique du grand âge. La politique du grand âge, c'est la construction de nouvelles places d'EHPAD, mais c'est également l'habitat inclusif et l'accompagnement de nos sujets âgés les plus précaires. Et nous ne manquerons pas d'observer évidemment toutes les évolutions à ce sujet. Merci beaucoup, Merci. Yves Servan, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonsoir. On poursuit avec une annonce qui fait l'unanimité. La grande parade du Sud prévue cette année au François est finalement annulée. Alors que les carnavaliers étaient attendus dans les rues de la commune le lundi gras, ce rendez-vous ne se tiendra pas. En cause, évidemment, la disparition du maire franciscain Samuel Tavernier. La grande parade du Sud n'aura donc pas lieu en 2026. Jean-Marc Carteron. Le carnaval du Sud n'aura pas lieu. Après le décès brutal du maire du François, la grande parade du Sud est annulée. Une décision lourde de sens pour un événement majeur du carnaval martiniquais. Au François et dans le sud de l'île, l'annonce suscite émotion et compréhension. L'annonce du décès du maire, une annonce quand même qui était assez brutale, ça m'est venu tout de suite. Je me suis dit, aïe, je suis sûr qu'il n'y aura pas de parade du Sud. Pour moi, la mort du maire justifie pleinement l'annulation de la grande parade du Sud. Moi, je dirais qu'il n'a pas fait grande parade et puis, mais nous avons toujours resté en place. En vue du décès du maire, c'est compréhensible. La commune vit une certaine tristesse. En plus que est brutal, ce qu'on a connu, donc il est nécessaire d'annuler cette manifestation. Face aux contraintes organisationnelles et aux enjeux de sécurité évalués à 40 000 €, l'association Carnaval Sud-Martinique a tranché. Pour elle, 2026 sera une année blanche dans le Sud. C'était pas possible parce que ce qui s'est passé samedi soir, c'était comme un séisme. C'est un tremblement de terre qui s'est passé en Martinique. Monsieur Samuel Tavernier, le maire du François, nous avait offert la ville du François sur un plateau. Surtout sur le plan financier, il s'était beaucoup investi pour offrir à la population martiniquaise et ailleurs, et surtout au François, l'une des plus belles parades du Sud. La commune du François, directement touchée par le décès de son maire, soutient cette décision exceptionnelle prise dans un contexte de deuil. Samuel Tavernier était un homme politique, certes. C'était aussi un homme de culture, très engagé sur toute la dynamique culturelle et notamment le carnaval. Et comme vous le saviez, depuis quelques temps, nous avions fait revenir les courses de Yole au François, revenir les arrivées de tours cyclistes.
Et maintenant, la grande parade du Sud devait avoir lieu au François, mais en l'état actuel des choses, le personnel est particulièrement touché, la population franciscaine aussi. Il était difficile de maintenir cette manifestation. Après avoir réuni 17 groupes à pied et près de 15 000 spectateurs l'an dernier à Ducos, le Carnaval du Sud marque une pause. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous en 2027 avec l'espoir d'un carnaval retrouvé. En sport, le week-end sera marqué par la 3e journée du championnat des Yole Rondes ainsi que la 21e édition du Grand Prix de la ville de Sainte-Luce en cyclisme, sans oublier les sports collectifs. Tour d'horizon avec Karil Chassol. Direction la mer pour débuter, nos Yoleurs seront dimanche sur le plan d'eau de Sainte-Luce à l'occasion du Grand Prix de la ville, une 3e journée du championnat qui débutera à partir de 10h. Nos cyclistes également seront à Sainte-Luce pour le Grand Prix de la ville. Au menu, samedi à compter de 13h, 124 km sur les routes du sud de l'île. En athlétisme, le premier tour qualificatif en vue des Carifta Games se déroulera dimanche à partir de 9h au stade Louis-Achille. Courses et haies notamment sont au programme. En football, le championnat cède la place au 2e tour de la Coupe de Martinique. Ce soir 20h, 6 matchs au programme, dont l'opposition entre clubs de R1, CO Trinel, club franciscain. 3 autres formations de l'élite de notre football seront sur le pont ce soir. Demain 15h, 7 matchs sont prévus, avec notamment le choc entre l'Inter de Sainte-Anne et le club colonial. L'Espoir, le Golden Lion et l'US Robert seront également sur le pont. Samedi 19h, le choc opposera le RC Saint-Joseph à la Samaritaine. Dimanche 15h, le match Excelsior Club Pélien refermera ce tour de Coupe de Martinique. En futsal, la 16e journée du championnat s'ouvre demain 20h par l'opposition entre l'Éveil de Carbin et le Caribbean Osmose au Lorrain. Toutes les autres rencontres ont lieu dimanche entre 10h et 19h avec des matchs qui se dérouleront à Saint-Joseph et à Corridon. En handball féminin, la 12e journée du championnat de pré-national débute ce soir 20h par le match UJ Redoute Entente Meg à Corridon. Demain, 3 matchs sont prévus à partir de 19h. Chez les hommes aussi, cette journée de championnat s'ouvre ce soir, 21h30, par l'opposition entre l'UJ Redoute et la Gauloise à Corridon. Demain, 3 rencontres se dérouleront à partir de 18h30. En basket, le championnat cède la place au 8e de finale de la Coupe de Martinique. Chez les femmes, après la qualification du Golden Star mercredi soir, l'AS Black Star affronte la Gauloise demain 18h30 au Saint-Esprit. Chez les hommes, ce soir 20h, 3 matchs au programme. Grebon Pilotin CSC Carbet à Rivière-Pilote, USAC Golden Lion à Corridon et Golden Star Muc au hall Péliard-Donatien. À partir de 20h30, le WAX reçoit le CS Vauclinois. 3 autres rencontres sont programmées demain à partir de 20h. En volleyball féminin, dans la poule A, la 12e journée du championnat s'ouvre ce soir 20h30 par le match VB Pilotin Good Luck à Rivière-Pilote. Demain 20h, le Rayon reçoit le MUC. Dans la poule B, après la victoire du CTPVB 3-7-0 face à la JS franciscaine mercredi, la 12e journée se poursuit ce soir avec l'opposition entre l'entente FEP Monizzi Éclair face au RC Arlésien à Rivière-Sali. Dimanche 8h, Team Pulse reçoit l'Espoir. Chez les hommes, 2 matchs de la 13e journée du championnat se dérouleront dimanche à partir de 9h. Le dernier aura lieu le 11 février prochain. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Un 2e coaccusé pourrait accepter de se soumettre à la justice française dans le cadre de l'affaire Marion Genin. Le cas de Roger Hilaire a été évoqué aujourd'hui au 3e jour du procès aux assises de Fabian Chérubin. Et puis, dans l'actualité internationale, le butin du casse du siècle réalisé fin décembre en Allemagne est connu. 100 millions d'euros ont été dérobés dans la salle des coffres d'une banque. Une histoire digne d'un film hollywoodien. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Demain, retrouvez le grand journal des territoires et dimanche, le JT de la semaine avec Ryan Aneas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi, même heure. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur ATV.